Je rappelle que j'enregistre la vidéo parce que justement, je voudrais garder une trace de ça. Je la mettrai sur YouTube. J'appelle ça très pompeusement université parce qu'on va réfléchir collectivement, participative parce que ce qui m'intéresse, c'est pas que mon avis, c'est avoir l'avis des autres et surtout, plus particulièrement, l'avis des architectes plutôt de la base, c'est-à-dire ceux qui vivent au tous les jours le quotidien justement de notre métier, qui est un très beau métier, mais que je trouve terriblement mal fichu. Terriblement mal fichu. Il y a énormément d'améliorations à apporter. Permanente pour qu'on puisse constituer cette bibliothèque qui soit consultable dans les mois, voire les années futures. Et des architectes, je n'ai pas besoin de préciser pourquoi. Il y a beaucoup de sujets qu'on pourrait traiter. Celui-là, les programmes, moi, je commence par celui-là parce qu'il me semble, je trouve que c'est une erreur très répandue des architectes, mais on va en parler. Après, j'en ai plein d'autres. J'attendrai les retours, mes thèmes qui vous intéressent. Moi, j'en ai noté comme ça tout un tas. Notre responsabilité professionnelle, qui est complètement délirante. Je ne connais pas une profession qui est responsable des erreurs des autres qui sont des tiers, c'est-à-dire des autres avec qui n'ont pas de contrat. Par exemple, nous n'avons pas de contrat avec les entreprises, les artisans. Et nous pouvons être responsables de leur travail. Juridiquement, ça ne tient pas la route, c'est pas possible, quoi. Là, nous avons normalement une obligation de moyens et trop souvent, la jurisprudence nous donne une obligation de résultat, ce qui est incompatible avec notre métier. Autre thème, comment être rentable. Je trouve que par rapport à la valeur que nous apportons aux clients, on est sous-payé, on n'est pas assez payé. Quand je compare avec d'autres professions, je trouve que c'est pas assez rentable pour eux. Comment élargir notre marché? On est trop ciblé, à mon avis, sur la maîtrise d'œuvre, notamment publique ou professionnelle. Alors, un gros morceau, ça j'aimerais qu'on soit nombreux, l'architecture. L'architecture qui depuis une bonne cinquantaine d'années est gelée. Quand je me suis inscrit, je me suis inscrit à l'école d'architecture, ce qu'on faisait à l'école d'architecture, je trouve que ça n'a pas évolué. Ce qu'on fait maintenant, je vous assure, c'est la même chose, hein. Je faisais des maisons en bois, c'était exactement pareil. La seule chose qui a évolué, c'est les performances thermiques. Mais bon, c'est très bien, mais il n'y a pas que ça. En un demi-siècle, je trouve que c'est consternant. Il n'y a plus d'évolution d'architecture. Alors qu'il y avait le 19e siècle, il y avait euh, l'Art nouveau en 1900, il y a eu l'Art déco dans les années 20-30, il y a eu l'architecture des années 50, 40-50 que je trouve très intéressante, évidemment l'architecture contemporaine, enfin il y a énormément de choses. Et donc là, il y a vraiment un problème. L'architecture est figée actuellement, elle est momifiée, quoi. Protection de notre titre, et notamment qu'est-ce qu'on fait des architectes d'intérieur? Moi, je trouve que là, il y a un problème très important. On pourrait, par exemple, inviter des architectes d'intérieur. Ça serait intéressant qu'on en parle, franchement. On m'a suggéré aussi une architecte, les difficultés accrues quand on est femme, notamment elle est seule et mère de famille. Donc, il y a peut-être trop de handicaps cumulés. Donc, on est quatre hommes, donc on a peut-être moins conscience de ce problème-là. Déjà que c'est chronophage et pénible, le métier d'architecte, j'imagine qu'avec des contraintes en plus, est-ce qu'il n'y a pas des aménagements possibles? Un autre sujet, c'est notre monopole, c'est-à-dire avec les monopoles pour les autorisations d'urbanisme, en fait, que pour les permis de construire. On a perdu le monopole sur les déclarations préalables, qui, à mon avis, n'ont été faites que pour écarter l'architecte. Sinon, il n'y a aucune raison. Sachant qu'un sondage a montré une personne sur deux, la moitié des gens sont d'accord pour que le seuil soit à zéro quand on interroge. C'est un sondage Ipsos le moniteur. Courtage d'architecte, j'aurais aimé en parler. Ça serait vraiment intéressant de s'y pencher. Et enfin, un gros sujet qui me concerne, c'est notre formation initiale, que je trouve qui ne prépare pas à un métier, qui ne prépare pas à exercer le métier d'architecte. Et je trouve que ça, c'est grave. Alors que les autres formations réglementées, par exemple, en général, les autres formations, les autres professionnels préparent à un métier, pas architecte. Et je pense qu'on en pâtit, et toute la profession en pâtit. Voilà. J'ai noté tout ça, mais après, il peut y avoir plein d'autres sujets si,
les programmes contractuels. Alors, les programmes contractuels, je suis persuadé que c'est une erreur et que c'est très négatif. Dès que j'ai tout jeune architecte, je faisais des marchés publics, c'était beaucoup plus facile dans les années 80. Et puis après, je me suis tourné délibérément sur la clientèle des particuliers. Alors, c'est réducteur particulier, des néophytes, ceux qui sont ni promoteurs immobiliers, ni marché public. Par exemple, j'ai fait pas mal, parce que j'aime beaucoup cette clientèle, de bâtiments d'activité. Bureaux, ateliers, entreprises, bâtiments industriels. Ça me plaît, ça. Je trouve, pourquoi? Parce qu'on apprend plein de trucs. Je trouve ça très, très intéressant. Quand je me suis tourné vers cette clientèle, très vite, à la fin des années 80, j'ai créé un contrat où il n'y a pas de programme contractuel. Il n'y en a pas. Alors, je voudrais expliquer pourquoi, parce que quand j'en ai parlé dans des réunions à des architectes, beaucoup vous disaient, mais non, c'est pas possible, il faut absolument, etc. Donc, c'est pour ça que je commence par ce webinaire. Donc, d'abord, il y a évidemment une incompatibilité très fréquente, pour ne pas dire systématique, entre le budget et le programme. Quand on demande à des non-professionnels, alors je note, là, qu'est-ce que vous voulez? Ils rêvent. Ah ben moi je veux ceci, je veux ceci, je veux cela, je veux cela, je veux cela, je veux cela, je veux cela. Alors on note, on note, on note, on note. Et ensuite, quel est votre budget? Et là, ils ont tendance un peu à le contenir. Mettons qu'ils aient, je sais pas moi, 330 000 euros, ils ont calculé, ils vont dire 300 000. On ne sait jamais. Peut-être que l'architecte, c'est un magicien et qu'il va me faire économiser comme ça, 10% moins cher que tout le monde. Bon, si vous avez la recette, moi je suis preneur. Hein, 10% moins cher que tout le monde, faut, bon, à projet équivalent et qualité équivalente. Et donc, comme il y a ce phénomène, c'est 9 fois sur 10 c'est incompatible. 9 fois sur 10. Donc, attention, c'est contractuel. C'est-à-dire qu'on a pris nous-mêmes, on ne nous a rien demandé, mais on a pris tout seul la contrainte, l'obligation de faire coller un programme et un budget. J'ai jamais compris l'intérêt. Jamais. Un client néophyte, il n'a pas de programme en fait. Il a des souhaits. On peut parler de ses souhaits. Mais après, il me dit, vous croyez que c'est possible? Moi, je réponds, je ne sais pas. Par contre, il a un budget. Ça, c'est certain. Il a un budget. Et donc, je donne la priorité au budget. Notre profession nous apprend, quand il y a un programme et un budget, et quand c'est incompatible entre le foncier, le programme et le budget, il faut faire varier le budget. Ça peut marcher avec un promoteur immobilier. On peut faire 1850 mètres carrés de plancher vendable sur ce terrain. Monsieur l'architecte, vous me faites 1850 mètres carrés de plancher vendable, pas 1840, 1850. Le budget, oh là là, je négocierai avec les entreprises, je sais bien négocier, peut-être même mieux que vous. De toute façon, plus je vais faire une opération rentable, plus j'aurai du budget, les banques vont me suivre. Ce n'est pas le problème, le budget. Le problème, c'est le programme pour un promoteur. Pour un marché public, la municipalité, par exemple, une mairie, a décidé de faire tel bâtiment qui doit pouvoir recevoir 500 personnes. Donc, c'est 500 personnes. Le budget, ben, il y a un appel d'offres, c'est codifié, on verra les prix, on va demander un financement en conséquence. Ils font varier le budget facilement. C'est pour ça que notre profession, qui est totalement tournée vers les professionnels de la construction et les marchés publics, oublie que les néophytes, ils ont regardé combien ils pouvaient mettre, ils ont demandé à leur banquier, ils ont une enveloppe, point barre. Et ils n'auront pas un tiroir pour mettre 50 000 euros de plus. C'est pas, et même s'ils les avaient, ils ne veulent pas le faire. Ils ont un réflexe de consommateur. Et donc, s'il faut faire varier quelque chose, moi, je fais varier le programme. Mais varier un programme qui est contractuel, il faut l'accord du client, ça ne marche pas. Moi, j'ai supprimé le programme. Ce qui permet de sortir de ce piège d'incompatibilité. Je n'ai plus d'incompatibilité programme, budget, puisque j'adapte le projet au programme, au budget. J'adapte le projet au budget. J'adapte la surface, j'adapte les matériaux, j'adapte ma conception. Ensuite, autre défaut, ça positionne le client comme étant un décideur. Vous avez sûrement entendu des architectes parler de leurs clients, ils parlent de donneurs d'ordre. La première fois que j'ai entendu ça, moi, je suis tombé par terre. Le client est tout sauf un donneur d'ordre. Le donneur d'ordre, c'est l'entreprise qui sous-traite. Elle donne des ordres à son sous-traitant.
je me place pas, je me positionne pas comme le sous-traitant de mon client. C'est une aberration. C'est une faute professionnelle d'ailleurs, hein. C'est une faute professionnelle. Si on dit, ah ben moi je suis désolé, monsieur le juge, oui, oui, je sais bien qu'il y a un C10, mais c'est le client qui m'a dit de faire comme ça, donc j'ai obéi. Alors là, c'est double peine. C'est pas, oh, pardon, je me suis trompé. Consciemment, j'ai fait une erreur. En plus, c'est pas éthique, parce que une fois que le client a donné son programme, on l'a recopié, qu'il a signé le contrat avec ce programme, il ne va pas changer d'avis. C'est contractuel, c'est contractuel. C'est signé, on n'arrive même pas. Et donc, on ne pourra pas le faire changer d'avis. Et ce qu'il veut est probablement une erreur au niveau architectural par rapport à ce qu'il y a de mieux pour lui. Il faut pouvoir lui faire changer d'avis. Rarissime est le client qui nous dit que je veux quelque chose et c'est parfait. Tout ce qu'il veut, c'est parfait. Non, pas ça. Et donc, c'est pas éthique en ce sens qu'on renonce à la qualité architecturale pour le client, puisqu'on lui délègue notre capacité de conception. On va me dire peut-être qu'un programme, c'est pas une conception. Ben si, en fait, c'est si. Parce que, surtout un néophyte, il va décrire, il va faire une description de ce qu'il veut. Eh bien, je veux ceci, je veux des matériaux comme ça, je veux telle surface, je veux telle pièce, il va décrire. C'est une esquisse parlée qu'il va faire, en fait. Donc il y a cette dimension de renoncement aux intérêts du client. Et aussi, en positionnant le client comme un décideur, nous nous positionnons comme un exécutant qui obéit au client. Le client dit, ah bon, c'est moi qui décide, ah bon, ben alors je décide. Et du coup, il va décider pour tout. Il va décider pour tout, il va dire non, non, moi, c'est pas ce que je veux, c'est ça, sur le chantier, c'est comme ça, les artisans, c'est comme ça, etc. On perd cet ascendant sur le client. On le sait, si on veut que ça marche bien, il faut qu'on ait un ascendant sur le client. Même si on n'est pas des cadors au niveau architecture, on n'est pas les meilleurs architectes, je le crois volontiers, on sait quand même bien mieux que le client mener une opération de construction, évidemment. Donc, il faut que le décideur, ce soit nous. Il faut que le client obéisse, suive nos instructions. Et si on lui donne tout de suite, si on renonce à ça tout de suite, on ne peut plus revenir en arrière. On ne peut pas remonter le courant, quoi. On l'a placé en position de chef, on ne peut pas remonter. Voilà. Et ça a aussi un gros défaut juridique, je le vois dans les jurisprudences, c'est que du coup, on prend de fait une obligation de résultat. On a un contrat où on a signé, on a décrit un projet, surface, etc. On a un prix. Donc, on s'engage à faire un projet pour un prix. Ça, c'est la définition du constructeur. Constructeur dans le sens juridique. Je ne parle pas de pavillonneur, enfin, pavillonneur, mais au-delà de ça. Une entreprise, un artisan est un constructeur dans le sens juridique. C'est-à-dire qu'il vend des travaux. Et on se positionne comme un vendeur de travaux. Et donc, du coup, on tombe dans l'obligation de résultat et non pas l'obligation de moyens. Tandis que quand je n'ai pas de programme, moi, je me positionne comme le conseil du client. Vous avez un foncier, un bâtiment ou un terrain, vous avez un budget, vous m'avez fixé, voilà ma capacité de financement, ok, très bien. Eh bien, moi, je vais vous dire ce qu'il faut faire pour valoriser au mieux votre financement. Et tout au long de l'opération, vous allez suivre mes conseils. Voilà comment le bâtiment doit être fait, le parti architectural, voilà les matériaux, voilà les artisans, voilà les devis, voilà le chantier. Dans ce cas, il faut faire ça. Tout le temps, je me positionne comme le guide du client. Et là, j'ai une obligation de moyens et pas de résultat. Tandis que si j'ai budget programme, c'est obligation de résultat. Voilà. Et ensuite, en pratique, on se rend compte que le client change très souvent le programme, il augmente, il modifie, etc. Il faudrait systématiquement signer des avenants, tout remettre à plat à chaque fois. Au niveau gestion de l'opération, c'est très, très lourd et c'est pas commode. Donc, c'est pour toutes ces raisons que je n'ai fait pas de programme contractuel. J'ai écrit ce contrat, j'en souviens très, très bien. C'était en 88. 88. Ça fait 35 ans. Il m'a toujours parfaitement protégé. Le fait de ne pas avoir de programme, ça protège Programme. énormément. Et ensuite, c'est presque une question que je vous pose. J'aimerais savoir quel est l'avantage, la vertu d'avoir un programme contractuel. Ça, j'ai jamais compris. D'avoir un programme, c'est intéressant parce que ça oblige le client à se positionner et en fait, on travaille sur de la matière. Alors, qu'il soit contractuel, effectivement, c'est peut-être problématique, euh, mais en l'occurrence,
moi, ça me permet de les obliger à faire un peu d'introspection, pour le coup. Et ça, pour engager le travail, c'est toujours intéressant. Après, effectivement, moi, dans mes contrats, je fais en sorte que ce soit la partie la plus légère, dans le sens où je mets toujours que c'est le budget qui prime, en l'occurrence. Et oui, mais si tu le rends contractuel, il est contractuel. Mais Est-ce que après, moi, tu... je mets pas de surface, je mets jamais rien. Voilà. Le contrat, Tu ne le quantifies c'est une pas. forme de souhait, en fait. Il y a pas de, c'est pas du tableur, etc., effectivement. Mais je te rejoins sur tous les points que tu as dit. Effectivement, je pense que c'est quelque chose de problématique. Et moi, c'est comme ça que je contourne. Alors, c'est pas optimal, c'est pas la solution optimale. Et effectivement, c'est pour ça que, que ta démarche m'intéresse. C'est comment contourner ça. Mais en tout état de cause, pour répondre à ta question, moi, j'aime bien discuter du programme avec les gens parce que ça leur permet ça les oblige à rentrer dans leur projet et à se poser deux, trois questions. Parce que j'ai souvent remarqué que la plupart des gens, en fait, ne se posent jamais de questions. Non, ce sont des consommateurs. Ils ne se posent pas de questions. Ils n'anticipent pas du tout. Ça, c'est très vrai. Et je vais te dire, moi, je fais même plus que ce que je dis. Quand le client commence à me... Il parle de ses souhaits, bien entendu. C'est tout à fait logique, hein. Et je lui dis, m'en dites pas trop, parce que je vais avoir trop tendance à suivre ce que vous voulez. Et comme vous avez un architecte, laissez-moi libre de vous proposer ce que j'ai en tête pour vous. Après, si ça vous plaît pas, vous savez, vous signez pas le permis de construire, ok, on le fera pas, c'est évident. Vous ne risquez rien. Mais laissez-moi au moins vous proposer. Si ça vous plaît pas, ça part à la poubelle. Et je prépare les gens à leur dire que c'est moi, en fait, qui vais décider. Et eux, ils vont me donner leur avis sur ma conception. Et pas sur je leur demande pas ce qu'ils veulent. Je leur dis, voilà à quoi j'ai pensé, qu'en pensez-vous? Je me positionne en ayant l'ascendant comme ça. Et les gens adorent ça. Tous me disent, ah oui, très bonne idée. On n'en dit pas plus. Alors, je sais, évidemment, si c'est un jeune couple avec un petit budget, ça va être le plus grand possible. Si c'est des gens pour leur retraite qui ont vendu une maison à 800 000 euros, je pense à un projet, on va très bien l'équiper. Ils font une plus petite maison, on va très bien l'équiper. Tout de suite, mais ils me fixent le budget, et puis après, à moi de jouer, à moi d'en proposer. Et tous adhèrent à ça. Tous, tous, tous. Et ça me permet de leur dire, de leur proposer des choses auxquelles ils n'auraient jamais pensé. Jamais pensé. Ouais, mais là, la problématique qu'on peut rencontrer dans ce cas-là, c'est qu'on est obligé de faire plusieurs esquisses. Et Pas donc, forcément. Pas forcément. Non, pas forcément. euh, Non, non. Non, non. Parce qu'ils ne veulent pas revenir à ce qu'ils pensaient eux. Je leur propose quelque chose et vous dites, ah ben oui, on n'y avait pas pensé. Alors, il faut les laisser mijoter, hein. Moi, j'envoie l'esquisse par mail euh, plusieurs jours avant le rendez-vous pour la présenter, de manière à ce qu'ils l'assimilent, qu'ils la regardent. Au début, ils sont surpris, puis après, il faut qu'ils la digèrent. Et non, non, très souvent, ça marche du premier coup. Après, on arrange un peu, on arrange ceci. Des fois, ils refusent. Oh ben non, c'est pas ce qu'on veut. Mais c'est vraiment très sincèrement, c'est pas le cas général, hein. Pas du tout. Et surtout, ce qu'ils apprécient, c'est que c'est moi le décideur. Ils ont besoin de ça. Je pense que les clients sont déstabilisés quand on leur dit, alors qu'est-ce que vous voulez? Ah bon? Comme si un médecin me disait, alors qu'est-ce que vous voulez comme médicament? Non, non. Et je vais vous opérer quel jour? Et puis la cicatrice, vous la voulez un peu plus grande, un peu plus petite? Non, non. Ils aiment bien s'en remettre aux professionnels parce que c'est stressant de faire des travaux. Très stressant. Ils ont raison, hein, c'est une aventure, hein. Beaucoup d'argent en jeu, un grand enjeu, justement, en jeu. Et ils ont besoin d'un professionnel qui dit, allez, je prends les commandes, je prends le volant, mettez-vous derrière. Voilà. Ils peuvent me dire, ah ben non, nous, on voudrait s'arrêter là. OK, ils me donnent. Mais dans les rôles, c'est moi qui décide, c'est moi qui les mène. Et plus ça va dans ma carrière, ça y est, maintenant, c'est bon, plus je suis directif.
Voilà, je sais pas. Alors, Miguel et Marc, vous avez suivi la formation. Miguel, oui, la relation client. Moi, j'ai fait tous les modules. Voilà, voilà, donc tu sais, tu connais bien mon opinion. Oui, oui, je Voilà. comprends, oui, oui. J'ai rien à redire. Et Marc, Oui, bah, j'ai fait la formation il n'y a pas longtemps avec toi, Relation Client, du coup. ah bah oui, voilà, donc tu connais tout ça, Pour, oui. pour les néophytes, oui, puis c'était enfin, surtout lié à des, si je dis pas une bêtise, à des programmes plutôt particuliers et pas investisseurs privés. Euh, Moi, j'ai eu le cas de figure, je suis tout récent, hein, je suis à mon compte depuis 3 4 ans et j'ai eu ces cas de figure. Donc, j'ai fait les erreurs, à mon avis, que tu as dû faire il y a 30 ans. Et oui. Euh, donc, le programme marqué dans le contrat stricto sensu avec les mètres carrés pile poil, et puis un budget forcément qui n'est pas respecté. Et là où je me suis retrouvé à une notion de rentabilité, enfin, on m'accusait de ne pas avoir la notion de rentabilité du bâtiment. Je fais, bon, bah, vous avez un problème de programmiste alors, ou de quelque chose comme ça. Donc, non, mais je voudrais juste retenir, à mon avis, ce détail-là. Plutôt dans mes contrats, je mettrais dorénavant peut-être base programmatique, peut-être, plutôt que par les programmes stricto sensu, et avec une Ah, espèce de hiérarchie sur les priorités du programme à respecter. Non? tu, tu- à mon avis, hein, tu retombes dans les écueils que je citais. Obligation de résultat, un programme, un budget, obligation de résultat. Ensuite, moins tu laisses de pouvoir au client, plus il va apprécier, plus il va te suivre, plus il va t'écouter, et plus ça Alors, sera réussi, y compris j'ajoute au une niveau question. architectural. Oui, j'ajoute une question. Peut-être qu'on n'a pas comme on découvre des programmes parfois dans le milieu industriel ou commercial. Parfois, on nous donne ça comme cahier des charges. Alors Et on n'a oui, pas d'autre choix que de le respecter, du tout coup. à fait. Quand je fais des bâtiments d'activité, il m'est arrivé, bien sûr, des gens qui me disent, vous faites un bâtiment comme ça, parce que j'ai telle machine, telle production, c'est tel atelier, j'ai besoin de ça, de hauteur, évidemment, bien sûr, bien sûr. Ça, c'est. Et Alors, donc, après, j'ai, justement, mais ma dernière question là-dessus, j'ai pas de budget là, hein. voilà, justement, j'allais en venir à là. C'est ou Donc, l'un ou l'autre, exactement. jamais Donc, les c'est ça deux. la conclusion. Enfin, donc, en fait, est-ce que ça s'adapte en fonction de la taille du projet ou pas? J'en sais rien. C'est une question que je me pose encore. Parce que je le vois très bien dans le cas de maisons individuelles ou peut-être des projets un peu plus d'envergure, à condition de travailler directement avec les entreprises, en fait. Et pas faire, comme on parlait la dernière fois, de ne pas faire d'appel d'offres à ce moment-là. Mais Alors, oui, oui, moi je peux faire des appels d'offres, mais j'ai sous le coude mes entreprises avec mon prix. pour avoir les prix directement, en fait. Voilà. Après, si le Mais, client veut payer plus cher, il paye plus cher, hein. mais Ça arrive, hein. Ça arrive. ça, c'est Ah, moi, je peut-être veux une ce opinion. maçon, oui, mais il est beaucoup plus cher. Mais ça fait rien. Ah, bah, très bien. OK. Ouais, Euh, enfin, Moi, ça ne me gêne pas, hein. Si c'est un bon, ça ne me gêne pas. Mais je respecte le budget avec mes artisans. S'il veut après, bon, s'il y en a besoin, on augmente de 20 000 euros, de 30 000 euros, très bien. C'est pas grave. J'ai plus d'honoraires, hein, ça ne me gêne pas. Moi, en général, euh, la discussion de programme, c'est le préliminaire. Globalement, je lui demande de me parler du projet qu'il veut. Alors, je leur demande jamais de surface, je leur demande de me parler des espaces, déjà. Et puis ensuite, de me donner leur budget. Et comme, de toute façon, dans le contrat, il y a quand même quelque chose qui dit que s'il y a des inadéquations, on est censé le dire. Moi, c'est la première chose que je dis. Donc, à ce moment-là, je dis, qu'est-ce que vous voulez privilégier? Est-ce que c'est le budget ou est-ce que c'est votre programme? Donc, ça les oblige à se positionner euh, euh, et donc à me dire exactement Voilà. ce qu'ils souhaitent. Et Grande ensuite, dans le difficulté. contrat, je mets la priorité qu'ils ont émise et pas l'ensemble des choses. Dans le contrat, tu mets la Oui, priorité. Tu dis le budget prime sur le programme. oui. Hmm. Oui, oui. Euh, Et après, sinon, toi, si tu mets pas de programme, après, ça veut dire que dans tes missions, tu mets une phase de discussion sur leurs souhaits ou leur programme ou leur cahier des charges, non? Il y a pas de temps dédié à ça. non, non, non. euh, et ça D'accord. t'est déjà arrivé d'avoir un raté sur le prix ou pas, du coup, Euh, véritablement?
Non, ça peut m'arriver, mais ça m'est pas arrivé parce que alors j'ai passé une année, je le racontais dans la formation, j'ai passé une année dans une entreprise où je faisais justement une grosse boîte, très grosse boîte de construction de bâtiments et avec près de 300 ouvriers. Et j'étais au bureau d'études avec ce qu'on appelait les maîtreurs vérificateurs, les économistes, quoi. Donc là, j'ai appris. Et ensuite, j'ai des artisans qui me suivent, évidemment. Les prix que je donne, ce pas des prix comme ça, c'est les prix de mes artisans. Et quand ils me disent, oh ben non, là, ça a augmenté, c'est un peu cher, écoute, vieux, je suis désolé, mais moi, j'ai signé comme ça. OK, pour la prochaine fois, on verra. Bon, si le cuivre va augmenter, la prise de courant, elle passe à temps, etc. Mais ils me suivent, quoi, parce que c'est toujours les mêmes, et donc, il y a une fidélité comme ça, une équipe. Ouais, moi, je Alors, fais comme ça aussi, mais ça demande d'avoir déjà un peu de bouteille, quoi. Parce qu'au début, c'est oui. difficile Ouais. de le faire. Eh ben, moi, Euh, ça m'a fait très, très peur d'avoir des programmes. Je me suis dit, mais juridiquement, c'est hyper dangereux. Pourquoi pourquoi je prendrais ce risque? Et voilà, j'ai eu beaucoup de confrères, j'en ai vu notamment quand j'étais au Conseil de l'Ordre des architectes, à la commission des litiges, qui avaient des gros problèmes de d'incompatibilité de budget-programme. Et on ne peut pas dire comme ça du premier coup d'œil si ça va être bon. Comment le savoir? On peut pas dire à un maçon, ah, tu vois ce plan-là, 80 000 euros pour la maçonnerie, c'est bon? Attends, je ne sais pas, je vais chiffrer, je vais quantifier, je n'en sais rien si c'est bon. Comment deviner aujourd'hui quel sera le prix d'un appel d'offres au mois de juin, alors qu'on n'a même pas fait le projet? Enfin, on rêve là, on rêve. Et on le marque, contractuellement, c'est marqué. Non, c'est pas. Moi, je me suis dit, je ne peux pas faire des bêtises pareilles, c'est pas possible. Et encore une fois, je m'en suis toujours très, très bien porté. Très, très bien porté. Mais comment ça se fait que ça fait des années que ça dure, que c'est comme ça? Ça a Quand on toujours voit été les... comme ça. Alors, Ah, pourquoi? Parce que l'explication que je crois comprendre, c'est que ceux qui rédigent nos contrats, quand j'étais jeune architecte, c'était l'UNSFA qui rédigeait le contrat. Et après, ça a été l'ordre. Quand ils rédigent un contrat, ils se projettent avec leurs clients, promoteurs immobiliers, marché public, où là, le programme se comprend, puisque le budget peut flotter. Donc, le programme se comprend, bien sûr. Eh bien, ça ne marche pas pour les clients néophytes. Ça marche bien pour les marchés publics ou les promoteurs, OK, mais ça ne marche pas pour les marchés publics. Parce que ce n'est pas oui. du tout la même approche, ce n'est pas du tout la même clientèle, ce n'est pas du tout les mêmes options, les mêmes objectifs. C'est complètement différent. Complètement. Ce Et sont des consommateurs. quand tu dis néophyte, tu mets tout le monde dans le même paquet, je veux dire le Alors, client particulier. oui, tous ceux qui ne sont pas des professionnels de la construction. Qu'on Oui. fasse ses bureaux, qu'on fasse le bâtiment agricole, qu'on fasse un restaurant, qu'on fasse sa maison, bien sûr, qu'on fasse un étage de plus, tout ça. Ouais, Voilà. ok. Ça, ces gens, ils raisonnent comme des consommateurs. Et donc, le consommateur, il s'en remet au professionnel et il veut des garanties derrière. Bon, OK, ça va. Moi, j'ai réussi un petit peu à éluder ça en euh, en vendant des visites conseils préalables. Oui. Ça, c'est très bien, oui, les visites conseils. Et parce que j'ai remarqué que les gens ont besoin de conseils, ont besoin d'être assurés ou pas avant l'acquisition d'un bien, d'un terrain, etc. Parce qu'ils ne trouvent aucun interlocuteur indépendant. Mhm. Et donc j'ai commencé par en faire, au début évidemment gratuitement, mais j'ai vu que en fait, quand c'est gratuit, ben, en fait, les gens t'écoutent pas. Faut pas faire. Euh, On n'est pas crédible quand on est gratuit. voilà. Donc j'ai commencé à faire payer, pas trop cher pour pouvoir les vendre, pour que j'ai quasiment aucun refus à chaque fois. Et à partir de là, ça permet de passer au moins 2 heures sur site avec le client à faire le tour des questions et à les conseiller comme un conseil, mais sans engagement. Donc, ils C'est se ça. sentent rassurés et ils se livrent un peu plus, ce qui leur permet d'évoquer notamment leurs souhaits, donc ce qu'on appelle le programme, leurs souhaits, etc., leur budget. Et moi, ça me permet, là, en amont, de leur dire, eh bien, écoutez, là, vous allez droit au devant de difficultés parce qu'il y a une inadéquation entre ci et ça, pour telle ou telle raison. Et ça leur permet d'intégrer ça, de le digérer. Et puis après, quand ils viennent me revoir, parce que quasiment à chaque fois, ils reviennent me revoir,
et ben, ça me permet d'avoir déjà fait un travail en amont et de savoir ce qu'ils veulent et d'avoir cerné leur budget. Et après, évidemment, moi, je mets toujours, effectivement, comme je disais tout à l'heure, le budget en priorité parce qu'effectivement, en général, la plupart des gens qui viennent me voir, c'est des jeunes couples, ils ont des budgets extrêmement restreints. Et Même quelqu'un qui a de l'argent, qui a 50 ans, et s'il décide ce budget, il décide ce budget, c'est tout. Moi, je trouve ça. Il me semble que moi, je serais comme ça. Je dirais, voilà, j'ai décidé de mettre telle somme. Voilà. Donc, bon, j'en veux jusqu'à concurrence de telle somme. Mais c'est une discussion, des discussions que j'ai eues souvent avec Miguel il y a quelques mois. Les, les consultations, c'est très, très important chez les architectes. On devrait beaucoup développer ça, beaucoup développé. Je pense qu'il y a vraiment un débouché, une demande là qu'on pourrait développer et qui nous permettrait d'ailleurs de répandre la bonne parole, c'est-à-dire d'éclairer les gens et de très correctement gagner notre vie. Je pense que ça de serait faire très du bien. conseil comme ça, tu veux dire? Oui, oui, des consultations, des conseils, oui, oui. Mm. Oui, oui, Moi, je pense qu'aussi qu'il y a un gros marché là-dessus, oui, d'autant plus que depuis quelques années, je suis aussi architecte conseil au CLE oui. de Montpellier, pour le coup. Et en fait, les gens sont ravis, mais ravis d'avoir des conseils de professionnels. Ils sont avides même. On a un énorme atout, c'est qu'on est des généralistes. On a une vision globale, ce que n'ont pas des spécialistes qui ne voient qu'un côté. Oui, Et, c'est sûr. et c'est ça notre qualité, c'est surtout ça. Surtout ça. L'architecte, il chapeaute tout, il s'occupe de tout. C'est un chef d'orchestre. Alors, il est peut-être pas pointu, aussi pointu que chaque musicien, mais globalement, il fait que tout ça, ça soit en harmonie et il pense à tout. Et ça, les gens Oui, apprécient. on comprend les conséquences qu'il peut y Oui, avoir dans tel ou tel autre lot. voilà. Ce que l'on fait dans le lot carrelage peut avoir un impact sur ce qui est fait par d'autres, etc. Et Et chaque professionnel ne le voit pas, mais nous, on a la vision transversale, oui. un avocat va leur donner que l'aspect juridique, un artisan que l'aspect constructif. Nous, on va faire une globalité de tout ça. Voilà. Ouais. Et avec une dimension en plus architecturale qui est appréciable et qui est dans leur propre intérêt. Parce que même si on ne parle que d'intérêt, de valeur, une architecture de qualité, ça valorise leur bien, de toute façon. Et puis c'est Bon. d'autant plus important que depuis l'avènement d'Internet, les gens recherchent énormément de choses, donc ils sont face à énormément d'informations, euh, mais ils n'arrivent pas à la traiter. Oui. Et il faut toujours un tiers pour pouvoir leur expliquer les choses, en fait. C'est comme ça que je me suis aperçu que je pouvais leur vendre ça, cette chose-là. Et en quelques heures de consultation, on peut protéger le client de très gros problèmes et même lui faire gagner des sommes très importantes. Moi, j'ai vécu ça et c'est quand même bien, hein. Et puis se protéger en tant qu'architecte aussi, parce que l'avantage d'avoir eu cet échange préliminaire, ça permet de jauger à qui on a affaire et de savoir si on veut y aller ou pas y aller par la suite. Oui, Parce que quand tu as affaire à mais certaines même personnes, déjà une consultation en soi, même si c'est pas suivi, c'est très positif, hein, je pense. Ça crée des moi je fais aussi contacts de mes clients faciles. comme ça, en fait, en amont. Bon, Bah, je comptais mettre, en fait, moi j'ai un nouveau bureau là à Chalon. Il faut que j'installe ma plaque. Vous allez m'engueuler, mais je voulais mettre consultation gratuite pour une ah première oui, je vais gueuler. consultation. Bah, pour faire la première consultation. Et justement, à ce que Ah, le client vienne m'asseoir, tu peux dire les deux premières sont gratuites. ou les deux Après, premières. Ouais. Tombola, Ouais. une consultation gratuite par mois, ça sera peut-être vous, on ne sait pas. Non, 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 mais c'est vrai. Ouais, enfin bon. on va peu de tirer au temps, sort, oui, tombola. peu de temps après être architecte, alors moi, je suis une famille de juristes, donc je suis un peu tombé là-dedans quand j'étais petit. Et puis, j'ai un petit diplôme de droit, donc je suis relativement à l'aise. Et j'ai des gens qui viennent me voir. Ah, vous êtes architecte, mais c'était le fils de mon père qui était notaire, donc ils ont dit, ah ils avaient un problème juridique sur la construction, donc ils sont venus me voir.
Et je leur ai dit ce que c'était. Ils m'ont dit, oh, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, j'ai dit, il faut faire comme ça et comme ça pour tel truc, tel machin. Ah bon. Ça a pris 10 minutes, hein. Et ils m'ont dit, ah bon, très bien, combien on vous doit? Oh, j'ai dit, écoutez, ça fait 10 minutes, je vous ai donné un conseil, je ne vais pas vous faire payer. J'ai pas eu le réflexe. Ah bon, merci. 8 ou 10 jours après, il me téléphone. Ah, monsieur Espagnol, on voulait vous dire, hein, on est allé voir tel conseil, c'était un maître d'œuvre, je ne sais plus quoi, conseil, un maître d'œuvre conseil, je ne sais plus quoi. Hein, eh bien, il a confirmé ce que vous avez dit, hein, vous aviez raison. Hein, oui, oui. Par contre, il est un peu cher. Hein, oh là là. Voilà. Je n'ai pas fait payer, donc il n'y avait pas de valeur. Et donc, c'est moi qui n'avais pas de valeur, en fait. Mon conseil n'était pas. Il n'y avait pas de valeur derrière. Donc, j'étais pas crédible. L'autre, il a fait payer, c'était crédible. Oula, j'ai compris. Après, tu peux faire payer pas cher, mais faire payer. Ouais, je te le conseille aussi, fais payer. Moi, j'ai fait cette erreur. Je m'en suis voulu pendant un moment, Aux yeux d'un client, hein. c'est suspect, tu vois. Tu vas voir un médecin, voir un docteur, j'ai ça. Ah, oh là là, il regarde, oui, oui. Alors là, j'ai aucun doute, c'est ça ce que vous avez. Il a mis 5 minutes, 10 minutes. Combien je vous dois? Mais non, rien du tout, je vous en prie. Ah, non, mais je suis clairement d'accord avec vous, hein, pour ça. Ouais, voilà. Après, il faut savoir l'amener et puis leur expliquer la nature du conseil que tu vas leur donner et ce que ça représente en temps, et puis en recherche préalable éventuelle et en Ouais. déplacement. Et Et, en euh, matériel, Je finalement. suis, en général, je Et, suis pas sûr qu'il très faille se bien. justifier. Hein. Je crois pas qu'il faille se enfin, justifier. pour nous, hein. Mais ouais, c'est une consultation, quoi. Donc, voilà. Une consultation, voilà. Moi, c'est Et par facile. contre, si Je le suis- patient il arrive, il dit j'ai mon programme, c'est ça. Qu'est-ce que vous dites? Monsieur l'architecte, qu'est-ce qu'on fait? Ah bah c'est trop grand. Voilà. Mais bon. Donc du coup, il faut parler de tout ça à la première consultation, effectivement. Ah oui, puis pense toujours que ça t'a coûté très cher de financer tes études. C'est des études longues, c'est Oui. complexe, Non, mais tout on ça, c'est de apporte l'argent. beaucoup de valeur. On apporte beaucoup de valeur aux clients. Hein. C'est Oui. surtout ça. Hein. Ouais. Moi, je fais payer des consultations, je ne suis pas très cher. Hein. Je suis à 96 euros de l'heure TTC, 80 hors taxe. Ça va. Par contre, quand je me déplace, je compte le moment où je pars de l'agence et le moment où j'y reviens. Hein. Ouais, moi Et puis aussi. si je puis me permettre, Je suis si on moins reste cher, mais je suis moins vieux. Comment? Moi, je suis un peu moins cher, mais je suis un peu moins vieux. Non, 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 mais tout à fait. Je Moins suis d'expérience, je le veux vieux dire, du hein, groupe, en 100 ans. Non, j'assume tout bah, à fait, tout à fait. une petite parenthèse sur le sujet de la consultation. Encore une fois, c'est une possibilité de se faire rémunérer pour notre savoir sans production, en l'occurrence. Puisqu'on Ouais. a un métier de production, ça peut être un éventail aussi à avoir dans notre gamme de prestations pour réussir à avoir des revenus sans avoir à chariter comme je suis en train de faire jusqu'à demain minuit. Voilà. Et puis, on ne sait jamais d'où les bons clients peuvent venir. Hein. On ne sait jamais. Je voulais raconter hein, d'où ça peut venir. En plus, Et voilà. peut-être que cette consultation, 8 jours, dans 8 jours, ce client à qui t'a donné cette consultation va rencontrer quelqu'un. Oh, tu ne connais pas un architecte, moi j'en cherche, je ne trouve pas. Ah si, j'en connais un, regarde, Aymar, etc. Voilà. Et c'est bon. Mhm. On ne sait jamais. Ouais, bah, comment ça se fait effectivement que c'est pas comme ça maintenant? Parce que ça devrait l'être depuis des années, vu que c'est le plus vieux métier du monde. Parce que les architectes ne sont pas des gens du 21e siècle. Très souvent, ils sont des gens du 19e siècle. Je leur dis, ils n'aiment pas ça. Et voilà. Mais il faut vivre avec son temps et surtout avec la société dans laquelle on est, où il y a des consommateurs. C'est comme ça. On ne va pas changer la société, elle est comme ça. Ce sont des consommateurs. À nous de s'adapter et à nous de dispenser notre expertise qui est très valorisante pour le client. C'est vraiment, on a énormément de valeur à donner, à apporter, énormément. Moi, j'ai l'impression que les architectes d'intérieur, eux, puisque tu en parlais au début, ils ont beaucoup plus cette approche commerciale. Ils sont Oui, beaucoup plus au fait de comment parler, traiter le client, oui. lui donner envie de faire ceci ou cela. Et ils n'ont pas les contraintes techniques puisqu'ils les sous-traitent. Non, mais tout à fait. Ils n'ont pas l'inhibition des architectes.
Les Les architectes, en architectes général, oui, pardon. ne cherchent pas la clientèle des néophytes. Et c'est bien dommage parce que c'est évidemment, ça représente à peu près le double des promoteurs et marchés publics réunis. La quantité d'ouvrages, on met les promotions immobilières plus les marchés publics, on multiplie par deux, on a les travaux faits par les néophytes. Par deux. En gros, c'est un tiers marché public plus promoteur immobilier, deux tiers néophytes. Alors, ça dépend ce qu'on met dans les deux tiers, ok, mais enfin, l'ordre de grandeur, c'est ça. Donc, il ne faut pas laisser passer ça. Bon. Mais les architectes se comportent encore comme des bourgeois de l'époque, comme tu disais, en fait. 19e. Non, mais il faut tenir compte que architecte, c'est une profession réglementée. Oui, Architecte d'intérieur ne l'est pas. Enfin, oui, je pense que ça oui, ne mais l'est pas. enfin bon, ça ne change pas Mais, grand-chose pour mais, les mais quand, consultations. quand on est réglementé, ça veut dire on doit fonctionner comme un avocat ou comme un médecin. C'est-à-dire qu'il y a une profession de foi, mais hormis Oui. ça, c'est vrai que rien ne doit nous obliger à associer budget et programme de manière monolithique, quoi. Bah, nous, Moi, c'est notre devoir, de toute façon, ça, de conseiller un client la première fois quand il arrive, normalement, avant de parler du budget, de dire que le bâtiment, c'est pas une voiture qu'on achète, normalement, hein, c'est pas comme une voiture qu'on achète voilà, chez le concessionnaire. C'est pas un prix étiqueté, quoi, à la base. oui, ça risque un peu de le déstabiliser, ça. Oui, certainement, quand on lui raconte ça, bah, nous, c'est à nous Ouais. d'amener la Non, mais façon. Mais à la base, quand, c'est ça. Mais quand tu vois un client potentiel, tu te concentres sur ses motivations. Qu'est-ce qu'il va faire, qu'il va me choisir? Il n'y a que ça ça, qui j'ai compte. retenu, Jean-François, de la Voilà. première Le du reste, premier tu n'en ça, parles j'ai très pas. bien retenu. Tu n'en parles Mais pas. Que ça. entre nous, entre nous, la base de notre métier, c'est l'inverse enfin, pas l'inverse, mais c'est pas tout à fait pareil que des gars qui vendent des choses clés en main, puisque nous, on a un travail d'aléa à gérer C'est au complètement quotidien. différent. Complètement différent. Nous, c'est un projet qui est en gestation. Et vu qu'au bout de 9 mois, on ne sait pas combien il va coûter, c'est très difficile de dire à notre client, avec ton programme, ton projet, ton budget, on va le respecter. Il y a une part d'aléa, mais nous, on est là pour tenir la baraque, quoi, entre guillemets. Et puis avertir le client où ça part en cacahuète. Mais c'est là enfin bon, Nous, on est là pour lui faire la meilleure affaire possible, dans tous les sens du terme, pas que financière, hein. ouais. Qualité des travaux, bien-être, investissement judicieux, enfin, etc. La dimension d'intérêt public de l'architecture, ça, on a aussi ça. Alors que le vendeur de travaux, le constructeur, dans le sens large, hein, lui, il est là pour gagner sa vie, c'est-à-dire faire de la marge. C'est tout. Son seul objectif, c'est ça. Alors, après, il peut être, il avoir une très bonne moralité, c'est pas le problème. Mais le contexte est totalement différent. Il y en a un qui doit faire de la marge et l'autre qui doit veiller à ce que son client fasse la meilleure affaire. Des fois, c'est un peu opposé. J'ai été constructeur, hein, quand j'étais tout jeune. J'étais architecte bâtisseur, ça s'appelait. Euh, J'étais très, très mal à l'aise parce que c'est pas un métier d'architecte. On n'est pas là pour faire la meilleure affaire au client. Ça marche pas. Donc, c'est incompatible, quoi. Donc, j'ai vite arrêté, hein. Ouh là là, stop. Et c'est un autre problème qui pourra peut-être faire l'objet d'un webinaire.